أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب. Eh bien, écoutez, nous continuons nos pérégrinations collectives en passant d'un répertoire à un autre. Et ce matin, et d'ailleurs toute cette journée, et ce soir aussi, nous allons rendre hommage à cette belle ville de Fès. D'abord, juste pour lui rendre hommage, parce qu'elle le mérite, mais aussi parce que c'est le 44e anniversaire de la désignation de Fès comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc ça fait 44 ans, et c'est ce jour-là, le 22 octobre. Donc il nous a semblé important de dédier ce jour dans toutes les formes de présentation et de programme que l'on va faire et partager à cet esprit de Fès, cette culture de Fès, qui nous permet d'ailleurs, évidemment, de faire ce festival et qui nous permet de vivre tout ce que nous vivons ensemble. Je voudrais, en l'occurrence, vraiment exprimer tous mes remerciements au Centre Cervantes et à sa tête le directeur, M. Oscar Pujol, qu'il faudrait applaudir. Pratiquement, cette journée, elle est sous l'égide de l'esprit de l'Andalousie. Et vous savez que Fès est une grande héritière de l'Andalousie. Hein? Et M. Khenom Apaiz va nous en dire quelques mots parce qu'il est le grand spécialiste sur cette question-là. Et donc, vous avez vu qu'à l'ouverture, nous avons eu évidemment le plaisir d'accueillir le flamenco de Murcia. Et nous allons continuer à voir des manifestations artistiques de l'Andalousie tout le long, et aujourd'hui, bien sûr, également. J'aimerais exprimer tous mes remerciements à M. Antonio Chavez, qui nous vient de Séville, et qu'on pourra applaudir aussi, si vous voulez bien. Monsieur Chavez vient d'une fondation qui est très chère à nos intérêts culturels et véritablement à la collaboration que nous essayons d'établir ensemble de plus en plus dans une sorte de triangulation avec Cervantes. C'est la fondation Tres Culturas. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas si vous avez l'occasion d'aller à Séville, je pense que ce serait bien d'aller visiter cette fondation Tres Culturas qui est sous le double égide présidentielle des deux rois du Maroc et de l'Espagne. Et c'est un très beau palais qui a été réalisé à l'occasion de la grande exposition universelle de Séville, un palais du Maroc, avec tout l'art traditionnel, le bois, les éliges, magnifique. Et depuis ce moment-là, il a été décidé par les deux rois de fonder une fondation qui va servir le dialogue entre les trois cultures, juive, chrétienne et musulmane. Donc vous comprenez tout l'intérêt que l'on peut avoir à œuvrer ensemble, et ils sont nos partenaires pour cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier, mais je vais essayer de présenter rapidement nos amis ici présents pour voir ensuite comment on va élaborer cette matinée. Et vous savez qu'après ces présentations, ce n'est pas vraiment une table ronde, puisque nous allons voir ensuite le film. Vous avez compris pourquoi on a choisi ce jour-là aussi pour présenter un film sur Fès, même en étant à Fès. Parce que ce qu'on présente, ce n'est pas Fès, c'est un regard sur Fès. Et c'est ça qui est intéressant. Et Jean-Claude Santas, qui ne doit pas être loin, il exprime dans ce film cet amour
qu'il a saisi par rapport à cette ville. Alors, j'ai l'honneur d'avoir avec nous Madame Louisa Nadour, qui est poétesse, écrivaine, qui est très présente aussi dans les médias en France, notamment pour parler de la culture de l'islam, et qui va nous dire quelques mots sur sa perception de Fès à travers les quatrains de Sidi Abdelrahman al-Majdoub. Alors, je ne sais pas, c'est pour ceux qui étaient avec nous hier, il y avait quelques quatrains qui étaient chantés par Sharqawa, hier, de Sidi Abdelrahman al-Majdoub. الناس قالوا لي عجوب وانا طريقي منجوره الى صفيت مع ربي العبد ما منو ضروره مجدوب ما ناشي مجنون غير الحوال اللي بيا قريت في اللوح المحفوظ والسابقه سبقت ليا ايوا ينكو donc c'est bon, elle nous en dira plus tout à l'heure, je pense, directement. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous M. Jerónimo Páez, alors qui est une personnalité formidable. Nous sommes très heureux, très honorés de l'avoir avec nous, notamment à cette occasion de Fès, par rapport à cet hommage porté à Fès. Je crois qu'il a fait peut-être le livre le plus complet, je ne sais pas si on peut le montrer un peu, le livre le plus complet qui a été fait sur Fès. Le plus documenté, le plus complet et le plus lourd. C'est 3 volumes. Vous voyez un peu ce que c'est? Nous avons fait ça en français, en volume. Nous avons fait ça en arabe, en volume. Et nous avons fait en espagnol, et nous avons fait en anglais. Après, j'explique l'histoire d'abord. C'est 3 volumes. Donc, 3 volumes en français. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est 3 volumes en français, 3 volumes en arabe, 3 volumes en espagnol. Donc, vous avez compris que c'est quasiment un monument de Fès. Et Jerónimo Páez est une personnalité aussi très exceptionnelle dans le sens où il a fondé il y a déjà quelques décennies une fondation, une association qui s'appelle Legado Andalusi, l'héritage andalou. Et Legado Andalusi ont fait des travaux et des expositions, mais absolument merveilleuses, absolument incroyables. Pas avec beaucoup de savoir, beaucoup d'érudition et beaucoup de passion, comme on aime bien ici. L'érudition sans passion, c'est pas ça, et l'inverse aussi, c'est pas ça. Donc c'est ça qui est bien. Ils ont fait des expositions absolument fantastiques. Et il m'a été donné de visiter aussi, il y a quelques années, Legado Andalusi à Grenade. Et je sais pas, c'est combien de mètres carrés, c'est énorme. C'est peut-être 10 000 ou 12 000 ou plus mètres carrés d'exposition sur Andalousie. Qui est un lieu très étonnant. Et tout cela, c'est le travail de M. Páez et on le remercie. Nous avons avec nous pour cette matinée Amina Meddeb qui est l'épouse de Abdelwahab Meddeb que beaucoup d'entre vous ont certainement connu, soit directement, soit ont lu, soit entendu dans l'une de ses émissions sur France Culture, sur différents supports médiatiques, et notamment sur Média, Instant Soufi. La chronique pendant des années, Instant Soufi, qui je crois d'ailleurs a donné lieu à une publication, il me semble, Amina, n'est-ce pas? Voilà, chez Albert Michel. Je crois que l'ensemble des chroniques ont donné lieu à une publication. Et Amina a fait un travail fantastique qui est d'aller trouver les manuscrits de Abdelwahab Meddeb, d'aller les sortir et de les travailler pour en faire des publications posthumes, puisque
Abdul Wahab a été rappelé bien trop tôt à Dieu. Il y a quelques années, ça a été un déchirement pour nous tous, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment d'une grande stature, d'une grande humanité et d'une grande profondeur, et aussi un auteur qui a laissé une œuvre considérable de son vivant, mais beaucoup de choses ont été publiées de façon posthume. Donc Amina, avec Michael, vont porter quelques témoignages. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je dois ma connaissance de Michael à Abdul Wahab. C'est lui qui nous a mis en contact. Hein? C'est lui qui m'a le premier parlé de toi. Il m'a dit, lui, il ne faut pas le rater, hein? Il faut vraiment qu'il vienne. Donc, voilà. Donc, tout à l'heure, alors chaque participation prendra que quelques minutes. Vous avez bien compris qu'on ne peut pas faire de conférence magistrale dans ce contexte, vraiment, pour chacune 5-6 minutes, n'est-ce pas, pour qu'ensuite on puisse avoir le temps de voir le film. Mais ce qui est important, c'est d'ouvrir des portes. Et là, vous avez vu que nous avons une variété d'approches et puis une présence tout à fait remarquable, à la fois de l'Espagne et de l'Andalousie. Et je vous en remercie encore, mon cher Oscar. Alors, je vais donner tout de suite la parole à Louisa. Alors, surtout tous les intervenants, faites-moi la faveur de ne prendre pas du tout en susceptibilité le fait que je vous fasse de petits signes. Hein, si jamais ça dure un peu plus longtemps, hein, que ça soit quelque chose de convenu entre nous. Eh bien, je vais le mettre juste en face de vous, comme ça je ne pas le signe. Avant tout, Sabah al-Khairat, vraiment honorée, heureuse d'être parmi vous. عيط عيط حنينة ونوضنا كالنايم ناضوا قلوب المحنة ناضوا قلوب المحنة ورقدوا قلوب البهائم. J'ai lancé une douce plainte et j'ai réveillé celui qui était endormi. Les cœurs accablés par l'épreuve se sont réveillés, mais les cœurs de bêtes sont restés endormis. Ce quatrain exprime le cri du poète dans un monde qui voit soupir. Son appel attendri réveille les cœurs compatissants, mais laisse les cœurs bêtes, behayim, comme il le dit, endormis. Allégorie d'une société insensible, ancrée dans la matière, où seuls les êtres éveillés entendent la voix du sage. Cheikh Abdelrahman Majdoub, poète et sage, soufi marocain du XVIe siècle, a tant voyagé et prêché dans tout le Maghreb que ces quatrains sont devenus partie intégrante de la sagesse populaire. Lors d'une émission que j'ai animée sur Radio Soleil il y a de nombreuses années, consacrée à la culture populaire à transmission orale, j'ai découvert qu'un grand nombre d'auditeurs âgés, nos aînés, pensaient qu'il était algérien ou tunisien, preuve que chacun se l'approprie comme sien, tant son message a dépassé les frontières et l'appartenance. Au fil des errances, au fil de son errance, notre poète Majdoub observe la cadence des lieux où règne orgueil, injustice et démon, par exemple. الشاشية تضيع الراس الوجه تروي الحسنة المكسي يقعد مع الناس والعيال ينوض محتانا. Le ruban orne la tête, la barbe éclaire le visage, le bien vêtu prend place parmi nous, parmi les notables, mais celui que la nudité afflige, on l'écarte du cercle. Ce quatrain illustre le faux paraître. La société valorise l'apparence, richesse, élégance, statut, rejette la bonté du cœur. Dans la ronde de l'homme, l'apparence ouvre ou ferme le passage.
Abderrahmane Majdoub a consacré nombreux poèmes critiquent les hommes, les comportements sociaux, dans une lucidité sociale où on retrouve sa franchise dans des vers comme يا ذا الزمان يا الغدار يا كاسرني من الذراع طيحت من كان سلطان وركبت من كان راعي. Ô ton perfide, toi qui m'as brisé le bras, tu as renversé le trône du puissant et porté au sommet celui qui n'était qu'un humble berger. Abderrahmane Majdoub évoque l'inconstance du destin. Il dénonce dans d'autres poèmes des valeurs l'inversion des valeurs plutôt, et puis des valeurs aussi. L'ignorance trône et la sagesse se tait. C'est ce qu'on relève parfois dans ces quatrains. Et pourtant, ce poète mordant, souvent ironique envers les hommes, se métamorphose lorsqu'il évoque Fès. الطبخ والرمح في فاس والعلم والدين فيها لا شعيب يتقال في فاس مكمولة من كل جهة. La science et la bravoure à Fès. La science, la cuisine, la bravoure à Fès, la science et la foi s'y conjuguent. À Fès, nul reproche ne se fait entendre. Elle rayonne d'excellence. Elle rayonne d'excellence sous tous ses aspects. Dans ses vers, la ville de Fès n'est pas simplement louée par sa grandeur, elle est décrite comme un idéal d'harmonie pour souligner l'absence totale de reproches. لا شعيب يتقال في فاس مكمولة من كل جهة. D'autres poèmes décrit la cité sans la moindre réserve, ni malice, ni ironie. Ainsi, le contraste est clair. El Majdoub réveille et reprimande là où l'esprit dort et bénit où il reconnaît la sagesse et la mesure. Fès n'est plus qu'une ville. C'est un cœur vivant, une lampe d'éveil au milieu d'un monde engourdi. يا فاس يا فاس يا دار العلم والدين العقل فيك يصيب والجاهل يخيب. Ô Fès, demeure du savoir et de la foi, chez toi l'homme sage s'élève et l'ignorant se perd sur la voie. Toutefois, Abderrahmane Majdoub ne se contente pas d'exalter Fès. Il affirme que seule l'action donne sens à la science. يا أهل فاس يا أهل الذكر والفهم العلم بلا عمل ما ينفعكم في يوم الدم. Ô Fès, vous qui portez la mémoire et la sagesse, le savoir sans l'action ne sera d'aucune source, d'aucun secours lorsque viendra le jour du regret. Et voilà que le sage poète nous offre du fin fond du XVIe siècle une leçon universelle, aussi spirituelle que pragmatique. Dans les ruelles de Fès, je perçois la silhouette d'Abderrahmane Majdoub. Elle avance à pas feutrés, en écho à ceux qui cheminent longtemps après lui. Il suffit de respirer profondément pour que l'âme de la ville s'invite à Fès. À Fès, c'est le Cheikh Abderrahmane Majdoub qui me tient la main. Nous marchons ensemble dans les ruelles bruissantes et ancestrales. Le saint poète, venu de profond du XVIe siècle, m'apprend à écouter la vie plutôt qu'à la regarder. Il me parle doucement et il récite Je souris. La ville semble répondre à son écho. Les épices des marchés s'entrelacent avec le parfum du cuir et de la menthe. Une présence subtile, un souffle circule encore entre les pierres de la Médina et les rires des artisans. Il me parle de l'université Al-Qarawiyyin, de la sagesse des maîtres, des poètes qu'elle a engendrés. Il me conte le mystère, les mystiques qui ont bu à la même source. Soudain, des mots de Mahmoud Darwish me reviennent. للمدن رائحة. للمدن رائحة. Les villes ont une odeur.
Alors je comprends. Ce n'est pas le parfum de la cannelle, ni celui du cuir que je respire, c'est le souffle même de Fès, celui qui relie la terre au ciel, la parole au silence, la mémoire à la révélation. Al-Sheikh al-Mazoub, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, me serre la main pour la dernière fois avant de disparaître dans la lumière. Je serre, je reste seule, mais emplie du même parfum antique, celui de la fraternité, du savoir et de la beauté. El-Majdoub s'efface, mais il est là. Il est là partout, dans un écho de Rabab, dans le murmure d'un vers, dans ce lieu et lien invisible entre la poésie et la spiritualité. Je comprends ainsi que ces fesses qui me traversent, je n'y suis pas venue en simple visiteuse, conférencière, poète, mais en disciple. Désormais, Fès m'habite plus que je ne la visite. À Fès, noble frère en humanité, ce ne sont plus nos pas qui frôlent les pavés des ruelles séculaires. C'est son souffle invisible qui danse dans nos cœurs ténèbres. Ce sont mystères qui murmurent au contour de nos rêves. Merci. Oh, super. Vraiment, nous acceptons de bon cœur cette passion poétique absolument fulgurante pour Fès, venant du nom Fassia. Parce que si elle était Fassia, ce serait un peu gênant. Voilà, et je salue les fascinés aussi, qui sont par... Nous avons Abdou Hafidi, notre cher ami, qui nous a rejoint. Marhaban, c'est Abdou. Et donc, mes chers amis, je voudrais aussi remercier Leïla Selaoui, qui a organisé ces tables rondes avec virtuosité, et même si elle était à distance, c'est elle qui a organisé tout l'ensemble des tables rondes de ce festival. Merci Leïla. Bien, mes chers amis, alors peut-être qu'on va demander à Geronimo de nous dire votre Fès à vous. Qu'est-ce que c'est Fès pour vous? Oui, le plus fort possible. Je m'excuse parce que je n'ai pas bien le français. Vous rapprochez de votre... Voilà, et vous parlez fort. Je vais expliquer une expérience personnelle. Je suis né à Granada. Il y a beaucoup de temps. Rapprochez bien. Et il y a maintenant 7 mois, il y a 50 années, que j'ai arrivé en Fès pour la première fois. Je suis avocat. Je suis spécialiste de droit en plusieurs choses complexes. Et quand j'ai fini mon étude, j'ai décidé de venir faire un voyage pour le Maroc. Je suis dans ce moment, nous sommes dans l'époque de Franco. Nous connaissons bien l'histoire du Maroc. Je connais bien l'histoire de l'Angleterre. Je connais bien l'histoire de la France. Je connais pas. Mais quand j'ai décidé de venir ici, j'ai un choc culturel. Il a changé ma vie il y a 50 ans. Tout ça, je suis ici, normalement je ne parle de toutes ces choses, pour remercier à lui, parce que je n'ai pas dit non s'il me dit de venir, parce que je le connais il y a beaucoup de temps. Je sais tout l'effort qu'il fait pour profondiser dans la relation humaine avec la musique et tout ça. Mais c'est difficile de s'y bien de aller. Tout ça, je sais ça. Qu'est-ce qui m'a passé? Je connais bien de l'eau. Et je suis de Grenade. Quand j'ai arrivé à Fès, j'ai
prouver qu'il y a un air de famille. C'est pas la même chose si tu es de l'Allemagne et si tu es de l'Arabie. Quand j'ai venu ici, j'ai arrivé à faire l'histoire que j'ai étudiée, parce que j'ai étudié c'est pas une vraie histoire. Il manque des choses. Parce que quand je suis ici, je suis dans les riz, je suis dans la Médina, ça c'est, on me porte de mémoire de mon enfance. Pour moi, la vie c'est l'enfance qui te contrôle. Parce que maintenant aussi, je devais normalement parler, parce que je vais parler comme... Quand je suis jeune, j'ai fait beaucoup de choses, mais quand tu commences à vivre, il y a la nostalgie. Et la nostalgie, c'est belle, mais c'est une chose compliquée. En tout ça, je ne vais parler seulement de la nostalgie, sinon de toutes les choses que j'ai fait. Et j'ai écrit, dans cette période, un article, il y a 130 ans. Chaque fois que je suis à Fès, je me souviens de la première fois que je suis venu et de l'impression que m'a faite. C'était au début des années 70, quelques années après avoir terminé mes études universitaires. Je suis arrivé, après avoir débarqué à Tanger, j'ai suivi la route intérieure à travers un paysage inconnu et surprenant pour moi. Il avait une trentaine d'années et pratiquement rien. Je ne connaissais ni le Maroc, ni le monde arabo-musulman. Et encore, mon histoire, c'est des relations complexes, multiples et fécondes que nous avons avec le Maroc et l'Espagne. Après, j'ai dédié ma vie aussi à analyser l'histoire du Maroc, l'histoire du monde arabe, parce que si tu es en Andalousie, j'ai toujours pensé des choses que Brodel a dit, le grand Brodel, Fernando Brodel. L'Andalousie doit toujours pas oublier que c'est africain, marocain et aussi européen. Pour ça, c'est précisément de mon ignorance du Maroc et de la civilisation arabe que mon impression a été beaucoup plus grande que je n'avais imaginé. Non seulement j'ai visité une ville belle, mais j'ai renoué avec ma propre enfance. Partout j'ai vu se refléter à faire mon enfant. Les expériences de ma jeunesse, l'Albaicín, la Alhambra de Granada, le laberinto de Rey, et j'ai ressenti la sensation étrange. En fait, me semblait beaucoup plus proche de moi que beaucoup de villes que j'avais connues dans le nord d'Espagne, même dans le nord d'Espagne, parce que toujours vous savez qu'il y a une différence entre le nord de l'Espagne et le sud de l'Espagne. Et après que j'ai analysé beaucoup de tout ça, j'ai arrivé à la conclusion que je ne peux comprendre pourquoi les Andalous en général n'ont la précision de connaître l'héritage arabo-musulman et l'héritage marocain. C'est le Maroc qui a fait et qui a changé l'histoire de l'Andalousie plus forte qu'aucune région du monde et plus fort qu'aucun pays du monde. Et je ne vais pas dire la même chose aussi, parce que c'est pour ça que je dédié part de ma vie à essayer d'expliquer cette relation et aussi pas seulement de dire la belle faire. Après, j'ai la constatation que c'est la ville qui a changé l'histoire de Granada. Ça, c'est la raison. Ça, c'est la raison que j'ai publié tout ça. Pour ça, j'ai dit, nous devons parler toujours de l'histoire commune. Ce n'est pas la même chose. Pour ça, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Quand nous parlons du monde arabe, c'est une situation très difficile aujourd'hui. Quand vous parlez de la Palestine, quand vous parlez de reconnaissance des Andalous de son propre héritage, parce qu'il y a une chose dont on peut parler aussi avec la trajectoire culturelle que tu vas parler, important. C'est étonnant, parce que la majorité des Andalous, on n'est pas reconnu son héritage arabe-musulman. On pense que son héritiers, on héritiers de les Romanos, Sénéca, Lucano, Adriano, mais si vous le dites que tu es d'Al-Mutamid, que si tu es héritier de Almorav, on pense que c'est une chose compliquée.
Pour ça, il n'y a pas de relation, parce qu'il n'y a pas de relation commune, même si tu arrives au Maroc. Le Maroc, il a plus de précision sur l'Espagne, parce que comme l'espagnol, le Marocain arrive à l'Andalousie, à Séville, à Granada, il trouve toutes les choses comme a fait les Almoravides et les Noirs. Mais il y a beaucoup de Andalous, même, et comme tu dis, même en Granada, tu disais que la Alhambra, c'est l'écart de l'Alhambra. Mais c'est pour ça, j'ai décidé, j'ai fait après une fondation très forte avec les rois d'Espagne et la reine Sofia, et c'est le legado Andalousie. J'ai essayé, quand j'ai fait, nous avons fait des livres, nous avons des expositions, nous avons fait de toutes ces choses pour essayer à montrer à le monde européen, et aussi à l'Espagne, mais aussi à Maroc, à l'Espagne, et nous sommes aussi un peu berbères. Je suis de Granada, Granada c'est pas une ville arabe. Granada c'est une ville berbère, non? Vous savez, aujourd'hui, que si tu parles des Arabes sont les top-top, et les berbères sont une chose plus compliquée. Tu sais que maintenant, nous avons commencé à faire une mission berbère à Granada, dans la langue, grâce à Omar Benjeloum et sa femme, pour ça, je suis aussi une personne importante dans la vie, parce que j'ai fait aussi les championnats du monde de ski, j'ai fait des choses, c'est vrai, et aussi je suis avocat, en pour ça. Mais je vais faire aussi, j'ai fait des grandes expositions avec le roi d'Espagne, des expositions de les Omeyas à Maroc, digo, pardon, à Cordoue, et on pense que c'est un pays de Syrie, tout ça, dans les périodes que Syrie c'est un grand pays, après il était en situation très difficile. Mais j'ai fait pour moi une position plus forte. Auge y decadencia de las dinastías musulmanas de Occidente. Ibn Khaldun. Ibn Khaldun. Quand je parle avec Khaldun, je dis qu'il y a aussi à Granada ici, il y a trois personnes. Ibn Sarrah, Ibn Khaldun et Ibn al-Khatib. Ibn al-Khatib, je suis membre de l'académie aussi, comme je dis, marocain de l'histoire, tout ça. Mais je dis, nous devons aussi essayer de changer la mentalité pour faire que les personnes, on accepte le monde arabe, on accepte le monde marocain comme son propre aussi héritage. Pas seulement comme une chose belle, tout ça. En pour ça, j'ai fait l'exposition de Gratena, je vais raconter une anecdote. J'avais pour faire, j'ai dit, auge y decadencia de la dinastía musulmane d'Occidente. J'arrivais à Tunis. J'avais parlé avec le gouvernement andalou, de Tunis. On m'a dit, pourquoi tu veux faire une exposition sur Ibn Khaldun? Je dis, Ibn Khaldun, c'est tunisien. Je dis, ouais. Ibn Khaldun est tunisien, mais je peux dire que aussi c'est andalou, parce que sa famille est loin de Córdoba. Après, j'ai allé à Algérie. On m'a dit, pourquoi tu veux faire ça? J'ai dit, Ibn Khaldun, c'est notre région, il a publié le cas du Macron en Algérie. J'arrivais à faire. On m'a dit, Ibn Khaldun, c'est facile. J'ai dit, non, il arrivait facile. Tout est facile, on prend tout ce qui est bien. Et après, j'arrivais à Cordoue. Exactement. Nous allons à Séville. On lui demandé à la mère, nous voulons faire une exposition très importante avec Ibn Khaldun. Il m'a dit, qui est Ibn Khaldun? Après, nous avons fait l'exposition de 500 000 personnes. C'est le plus important. Et je sais parce que je vais parler avec aussi de la position forte de l'arabe, du monde arabe, et la position avec les problèmes. On a même chose qui détruit l'Espagne. Pour ça, après, j'ai fait des choses ici. Après, je connais une chose importante. Marmar de Carvajal. Et c'est une chose plus importante, aussi importante comme Leones africanos. Les deux sont de Granada. Il a fait livre, c'est ça. J'ai fait maintenant la traduction de la description de l'Afrique. Et 1000 pages que j'avais, on était, je vais publier là, parce que j'ai fait une inondation. Je ne dis beaucoup, mais pour matérialiser, je vais changer, comme je vais aimer ces choses, je vais changer la mentalité. Je vais je ne dis que tu dois penser comme moi, mais je dis que tu dois te respecter à toutes les civilisations, surtout
notre civilisation en Andalousie, l'époque plus importante, c'est l'arabe musulmane marocain. Bravo. Mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. On écouterait Geronimo pendant longtemps. On va passer la parole et puis peut-être que si on reste un petit moment, on continuera. Juste une petite question, Geronimo. Est-ce que les livres, c'est possible de les acquérir pour les gens qui le souhaitent? C'est possible? Je ne te demande pas le prix, ça doit être astronomique. Trois volumes. Hein? Je vais pouvoir faire avec Ami Tritic, qui est un grand historien, et aussi la financiation d'un grand homme que c'est Osman Benjelloul. Ah oui. Nous avons travaillé pour 7 ans. Ah, 7 ans. Cette chose, il y a des problèmes de quel nom nous les donnons à faire. Parce qu'il y a Marrakech, il y a tout ça, pour ça, j'ai décidé, c'est l'âme du Maroc. Parce que c'est un peu l'âme du Maroc, non? En ça, c'est une chose. Il écrit aussi que seront positifs ou avancés après tous les différents pour essayer de montrer aussi votre relation. Et aussi, Marble dit que la lampe, et ça c'est une chose peculière, c'est fait grâce à les Mérinides, pas aux différents. Et ça c'est, si tu peux, pour le livre que j'ai fait pour mon maman, c'est la seule fête et la médersa de fait avec la lampe. La médersa de fait sont avant la lampe. La lampe c'est la cause, mais ça c'est ça. Pour ça, je suis ici, André veut dire, André va te donner le livre contre eux. Ah, ben moi je veux bien, mais je ne te dirai pas non. Merci beaucoup, Geronimo. Très bien, mes amis. Non, mais c'est vrai que c'est très important. Geronimo a joué un rôle très important dans le changement de la mentalité en Espagne en général, en Europe plus largement, de l'héritage arabo-berbéro, judéo-andalou, n'est-ce pas, qui était considéré comme un non-lieu, un oubli, une sorte d'angle mort de l'histoire. Et après, on s'est rendu compte, et ça c'était formidable, moi j'ai vu cela, on s'est rendu compte finalement que c'était pour l'Andalousie, pour l'Espagne actuelle, une richesse absolument extraordinaire. Hein, et qu'il ne fallait surtout pas se priver de cette richesse. Mais je ne te relance pas. Mon cher ami, je donne la parole à Antonio Chavez et nous allons terminer avec nos deux amis, Amina et Michael. C'est un peu en écho, hein, parce que justement la fondation Tres Culturas joue ce rôle précisément de maintenir cette mémoire vivante. Merci beaucoup, Fauzi, Excellences, distingués collègues, chers amis. Permettez-moi de commencer par exprimer ma plus profonde gratitude à l'organisation du Festival des Fêtes de la Culture Soufie pour sa bienveillante invitation à participer à cette rencontre, ainsi que pour son admirable travail visant à maintenir vivant une tradition qui, au-delà de l'esthétique et de la foi, représente une véritable pédagogie de l'âme. Parler de Fès, c'est évoquer un vide qui ne se contemple pas seulement, mais qui s'écoute. Fès respire, Fès se souvient, Fès enseigne. Et dans ce cadre si privilégié, partager cette table intitulée Esprit et mémoire atelier aux côtés de mon cher ami Geronimo Páez constitue pour moi un honneur et en même temps une profonde émotion. Car dans cette ville, si chargée d'histoire, l'esprit et la mémoire ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des réalités qu'on peut toucher, voir et ressentir. Tout lieu possède une âme, un esprit qui se forge avec le temps, avec les rêves, avec les empreintes de ceux qui l'ont habité. Certains lieux, cependant, détiennent une énergie particulière. Ce sont des points de convergence où la beauté prend forme et où la pensée devient architecture. Fès est l'un de ces lieux. Comme Cordoue, la ville où j'appartiens. C'est une ville qui
a su incarner l'esprit du savoir, les dialogues entre les cultures et la quête du transcendant. Marcher dans ces rues ou dans les patios silencieux ou vice-versa, c'est ressentir la présence de ceux qui ont été ici et rechercher la lumière de la connaissance et la perfection de l'âme. Lorsque nous évoquons la Cordoue andalouse, nous ne pensons pas seulement à une ville du passé. Nous pensons à un symbole, à une métaphore, à une utopie possible. Au Xe siècle, Cordoue fut l'une des capitales intellectuelles du monde. Sa splendeur ne se limitait pas à l'architecture ou la science. Elle résidait dans quelque chose de plus profond, dans la conviction que la diversité n'est pas un obstacle, mais une source de sagesse. C'est là que fleuriraient les sciences, la philosophie, la poésie, la mystique. C'est là que vécurent ensemble musulmans, des juifs, des chrétiens, et partageaient une même langue, l'arabe, et un même horizon spirituel, celui du savoir comme forme d'adoration. Souvenons-nous de quelques noms. Averroès, Ibn Rushd, les philosophes courtois qui défendaient la raison comme un reflet de la volonté divine. Maïmonides, Bouchard ibn Maïmonide, qui depuis cette même ville écrivait sa guide des égards, point entre Aristote, la Torah et le Coran. Et Ibn Hazm, auteur de l'Écolière de la Colombe, qui sut exprimer en mode l'union entre la mort humaine et la mort divine. Trois noms, trois religions, une même vie, un même esprit. Telle fut la véritable grandeur de Cordoue, sa capacité à faire du pluralisme un idéal de vie. Non pas une coexistence passive, mais une coexistence créatrice. C'est cette mémoire que nous évoquons encore aujourd'hui, des siècles plus tard. La Cordoue andalouse ne disparut pas avec la chute du califat. Elle demeure dans la mémoire du peuple, dans les récits de voyageurs, dans la nostalgie des exils. Pour les Maurice expulsés, Cordoba et Grenade n'étaient pas des simples souvenirs géographiques, mais des espaces de l'âme. Et lorsqu'ils traversent la mer de Maghreb, ils n'empruntaient pas seulement leur bien. Ils apportèrent leur langue, leur métier, leur musique, leur spiritualité. Ils apporteraient surtout une manière de concevoir la vie ou le savoir. Et la foi se donne une amie. Cet héritage se dépose ici, au Maroc, comme une semence féconde. Fès, Tétouan, Chefchaouen, Rabat, Salé, toute cette vie furent à la fois refuge et renaissance. Dans les quartiers andalous, dans les services, dans les patios intérieurs et dans les mélodies de la loupe andalouse, battent encore l'écho de cette Cordoue. Ce n'est pas une hasard si fait par beaucoup la Cordoue du Maghreb. Toutes les Cordoue et Fès partagent une même architecture de l'âme, un équilibre entre le terrestre et le spirituel, entre les deux formels et la quête intérieure. Et tous deux feraient, à des moments différents de l'histoire, des projets d'irradiation spirituelle. On va conclure. Je parlerai sur les contemporanéités de l'héritage andalous et de la Fondation des Trois Cultures. La mémoire. Peut-être un petit mot sur la Fondation des Trois Cultures. Oui, bien sûr. Mais pour en concluant, parce que on a. Je vais parler aussi de la fondation dans laquelle je partais. Il y a de la Fondation des Trois Cultures. Cette fondation qui est dans sa gouvernance, et le gouvernement du Maroc et le gouvernement de la région de l'Andalousie, est consacré à récupérer cet esprit culturel entre les deux rives. Parce que nous sommes convaincus que
cet héritier entre les deux peuples, le peuple andalou et le peuple marocain, peut être une possibilité pour le développement de la Méditerranée. C'est pour ça qu'on pense que la culture, cette culture qui a été créée pendant des siècles, c'est une opportunité pour l'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vraiment très intéressant. Très intéressant. D'ailleurs, si on pouvait avoir vos textes respectifs et que nous pourrons les publier, si vous voulez bien, dans la presse aujourd'hui, je pense que beaucoup suivent de très près, même s'ils ne sont pas présents avec nous, ce qui est en train de se passer à Fès. Et je crois que ça va beaucoup être apprécié et éclairant. Donc, bien sûr, nous sommes partenaires, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la Fondation Tres Culturas. Et voilà, nous faisons maintenant une triangulation, je crois qu'il va avoir un bel avenir devant elle pour les années à venir, parce qu'il y a tellement d'idées. Alors certains disent, et je dirais simplement cela, et je donne tout de suite la parole à Amina et à Michael, certains disent, ouais, vous savez, on est en train d'idéaliser l'Andalousie, c'était pas si rose que ça, hein, et on se tapait dessus quand même, hein, c'était pas toujours le paradis perdu dont on parle. En fait, il n'y a pas véritablement de paradis sur Terre, hein, autrement ça se saurait. Hein. En général, on l'attend plutôt pour après, Inch'Allah. Mais néanmoins, l'idée, c'est que si ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est pas de se dire, c'est de dire qu'il y a eu des choses importantes et intéressantes. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est ça la question. C'est tout cet esprit, toute cette pensée, tout cet art, toute cette poésie. La poésie était centrale dans toute la culture andalouse, mais ce qui est important, ça c'est le réalisme et non pas l'idéalisme. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Voilà. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui offrir une version intéressante, constructive, inspirante pour notre humanité? Voilà. C'est ce que nous avons commencé un petit peu à faire. On verra. On continue. Chère Amina. On va commencer par Michael qui va introduire l'auteur. Très bien, très bien. Alors, je vous le dis tout de suite pour vous dire un peu le temps que nous avons. Il est 11h, et donc on se donne... allez, on devait arrêter à 11h, nous on se donne 10 minutes, un quart d'heure en tout, voilà. Comme ça, on peut projeter le film. On vous donne 2 minutes de plus que les autres. Merci a tous, merci Fauzi, y también un homenaje a nuestros amigos españoles, porque ese gringo quisiera decir con vergüenza, Il parle toutes les langues, lui. España es nuestra patria espiritual a todos. Et c'est pour ça que je choisis dans l'œuvre foisonnante d'Abdelwahab Bedel des pages inoubliables qu'il a écrites sur Tolède, encore une cité à évoquer de rencontre des trois cultures, et que Abdelwahab a ressenti avec une profondeur culturelle, émotionnelle, mystique, philosophique, que je ne peux que vous reproduire. Abdelwahab, je l'ai rencontré pour la première fois dans un lieu magique à Paris, l'ancienne salle des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale de France, où toute la lecture de l'humanité se rassemblait dans le bruit des livres bouddhiques qu'on refermait avec des claquements de reliures en bambou, ou le bruissement feutré des rouleaux de la Torah que l'on déroulait, ou encore les pages des manuscrits islamiques, plus beaux les uns que les autres, et j'étais penché sur un tel manuscrit. Abdelwahab, que je ne connaissais pas, était à côté de moi, il a commencé à regarder par-dessus mon épaule, la conversation s'est engagée, elle n'a plus jamais cessé, et elle continue dans l'amitié et la complicité au-delà des années
de la terrible séparation qui nous a enlevé Abdel Wahhab, qui était véritablement un humaniste de la civilisation islamique. Et voici ce qu'il a dit de Tolède. Donc, il nous dit, dans ce livre que Amina a pu réunir, que Tolède, je vois les nuages en toute clarté s'inscrire sur l'eau miroir, Tolède joue avec le ciel. C'est une ville qui n'est pas sur la terre, ses racines sont expoliées, elle est céleste. Je regarde le monde de ses ouvertures, rues et places qui ouvrent sur le paysage, je me sens dans une très grande étrangeté. Ce labyrinthe est arabe, ses tours sont des minarets, ses portes sont marocaines, il y en a même une d'un bleu tunisois rythmé de clous, près de la Casa del Greco. Cette présence rouge de la brique, comme à Marrakech, et pourtant toutes ces ressemblances signent avec éclat leur différence. C'est dans cette pointe de la différence que je voudrais goûter la ville, et non point dans le confort nostalgique que procure l'identification de la ressemblance. Ici, je souligne que Abdel Wahhab, par le verbe, ose rivaliser avec le peintre El Greco, qui a représenté Tolède comme une flamme montant vers le ciel, une spiritualité réunie dans la tour gothique flamboyante de la cathédrale, elle-même bâtie sur l'emplacement de l'ancienne grande mosquée. Rivaliser avec la peinture du Greco par le verbe, bravo Abdel Wahhab, et dans quel français magistral. Mais ce n'est pas simplement un chauvinisme arabo-centrique qu'il exprime. Au contraire, Abdel Wahhab est ouvert tant à la création juive que chrétienne, ce qui fait de son petit chapitre sur Tolède un véritable hommage à ce que vous exprimez dans votre fondation de las tres culturas. Donc il nous dit l'élément arabe est le point de départ, mais l'on voit qu'il commence à évoluer ailleurs. La présence juive diffuse l'élément arabe. L'adaptation de l'art calligraphique à la lettre hébraïque, capable d'être droite et d'une adaptation distante, cela ouvre la porte à la calligraphie monumentale latine, laquelle n'est plus que décorative. Elle est coupée de la métaphysique qui lui a donné naissance en esprit arabe, puisqu'elle travaille avec la présence exaltée de l'image, sculpture et peinture. Du coup, elle ne mène en rien à l'image mentale, à la métaphysique de l'absence. Et ici, je vous montre la capacité encyclopédique de Abdel Wahhab de nous parler de l'art juif et de l'art chrétien aussi bien que de l'art musulman. Bien sûr, il parle de ce qui est si profondément arabo-marocain, parce qu'il existe une véritable école hispano-maghrébine d'art qui n'est pas identique à celle du Proche-Orient. C'est véritablement un art qui s'enracine dans cette partie du monde dite du couchant. Alors il nous dit, de même pour le décor de l'arabesque, il va ailleurs. Sa géométrisation n'assume qu'une des deux fonctions de l'arabesque, celle qui a la hantise du vide et qui décide de le remplir. Mais la seconde fonction, qui procure le vertige, n'est point présente. La synagogue du Transito donne un éloquent exemple de cela. On sent que c'est une forme arabe, tardive, qui est transplantée, qui transite doublement par cela, par la judéité évoluant en milieu chrétien. Certes, l'espace et la proposition est bien celle du XIVe siècle andalou, arabe et islamique. Il s'agit bien des mêmes proportions qu'à Grenade. Je pense par exemple à la salle des ambassadeurs, dans le rapport de hauteur. Donc, à l'intérieur de la péninsule ibérique, cela continuait à communiquer. Que telle communication se passe chez les Juifs, quoi de moins étonnant, eux qui sont les passeurs, eux qui se préservent au bord, à la frontière des territoires constitués, eux qui passent de rive à rive, les traducteurs. Quelle belle leçon de tolérance et de multiculturalité à l'époque de souffrance actuelle.
Mais je conclus par les paroles de Abdel Wahab sur le Greco, El Greco. Et je comprends pourquoi El Greco a élu domicile à Tolède, a éclaté à Tolède. Cette Tolède qui abrita le pinceau qui sut synthétiser sa mémoire entre la palette vénitienne et la spiritualité grecque, byzantine de l'origine, à la technique acquise des Vénitiens, Veronese, Tintoretto, Tiziano, s'adjoint l'ineffaçable scène de l'enfance, folle spiritualité qui habite la technique vénitienne qui, sur son sol, marche mieux à exalter la jouissance profane, païenne, plantureuse, heureuse. La technique qui dit le bonheur est ici traduite à dire le tragique. Christ, Dieu fait homme pour devenir l'immense, le vaste, l'infini réceptacle de la douleur, de la souffrance humaine. L'amour de Dieu passe par la prise en charge de la souffrance, peinture de la compassion toute. Abdel Wahab avait, avec son talent, sa maîtrise de l'arabe comme du français, sa perception très fine des esthétiques diverses, avec en plus cette condition essentielle que nous rappelle saint Paul. Sans amour, je ne suis rien. Et Abdel Wahab avait l'amour de tout. Merci. Bonjour à tous. Je commence par remercier d'avoir accepté la dernière minute de nous associer à cette table ronde magnifique et qui rappelle l'Andalousie et mes souvenirs aussi, puisque j'ai habité Séville longtemps et que j'ai aussi fait venir des groupes soufis dans le cadre de festivals à Séville, une hadrat de Tunis. Et j'ai aussi, je dire aussi en passant que j'ai rencontré Noni Mopaes avec Abdel Wahab lors de cette rencontre soufie, puisque nous sommes allés ensemble avec Abdel Wahab à Grenade pour rencontrer les gâteaux andalousiens. Voilà, alors j'avais préparé un texte. Je pense que c'est un peu difficile de tout faire, et je pense que Michael a déjà dit beaucoup de choses. Je voudrais juste vous dire que, effectivement, depuis la mort d'Abdel Wahab, nous avons commencé à travailler sur ces archives. Et dans les archives, nous avons trouvé 79 carnets qui représentent des notes de voyage, des notes sur beaucoup de choses et en même temps qui couvrent 4 continents et avec une écriture magnifique, sans rature, avec des dessins architecturaux, des fleurs séchées. Et donc on a commencé à travailler, et donc ce travail a abouti à des publications. Donc ça fait maintenant presque 11 ans qu'il a disparu. Et depuis 11 ans, on a continué le travail et on a publié à peu près depuis 3 ans 5 ouvrages. Et je pense que le travail va continuer. Il y a bien sûr les carnets de voyage, mais il y a aussi un travail sur le soufisme, un travail sur l'image, sur l'invisible, qui comporte aussi des manuscrits très importants, aussi bien en valeur qu'en quantité. Voilà. Donc, comme le temps est compté, je pense que je vais simplement vous lire, puisqu'il s'agit de Fès aujourd'hui, un passage sur Fès, puisque dans ces carnets de voyage, Fès est présent, même si je peux vous dire ce passage sur Fès dans le voyage vers l'Orient est une toute petite partie du manuscrit que Abdel Wahab nous a laissé sur Fès. Bon, alors je vais commencer à lire. Pénétrer les odeurs du soir, pois chiches grillés, rate farcie fumée en fumée, menthe, absinthe,
mandarine, viande de bœuf, de mouton, de chameau confit, galettes, miel, beurre venant d'être tiré du lait baratté, beurre jaune, magma de morceaux comme effrités, lait caillé au petit lait avec des morceaux de beurre flottants dans le liquide léger, fromage frais, petites mottes blanches qui portent les marques des paniers de branches de palme tressées dans lesquelles ils ont pris forme. Comment décrire ces sensations au lieu d'en accumuler l'annonce? J'ai partagé des propos idémés autour d'une table en compagnie d'un lecteur du Coran aveugle, d'un vieux cheikh soufi chantre, d'un marchand, d'un shérif, d'un grammairien. Peut-on éviter ce genre de rencontre dans cette ville? Le lecteur aveugle a entonné quelques versets du Saint-Livre avec une voix forte et haute qui le ramasse dans l'effort, l'énergie qui lui fait monter le sang au visage, qui lui gonfle les veines jugulaires ainsi qu'une veine apparente sur le front. Ses yeux absents, cachés derrière des lunettes noires, font qu'il se résume à sa voix. Aucune expression sur le visage. C'est un corps entier qui se résume dans sa voix, qui traverse notre assemblée et les murs pour se répandre dans la rue, dans le quartier, souffler dans la ville, selon le pacte qui semble la lier en toute éternité à la pérennité du Verbe. Le vieux soufi chanta de sa voix fluette, légère, ondoyante, des poèmes de son père, fondateur de la Zawiya, et des poèmes de Shushtani. Le vieux soufi est de ces êtres qui semblent flotter dans l'air, de n'être pas soumis aux lois de la pesanteur, barbe blanche, costume propre, très élégant dans sa pauvreté, visage entouré avec précision de son capuchon, yeux bleus, vitreux, très lointain, voilé par une larme qu'il sèche régulièrement avec un mouchoir. Intérieurement, la joie irradie mon cœur et la larme ne quitte point mon œil. Je chante, rien d'autre que lui n'est en moi, et je suis pleureur. Je pleure quand il est en moi, je pleure quand il me quitte. La larme égalise mes états, par elle je scelle le pacte pour ne pas succomber aux variables des états. J'admire ceux qui succombent à leurs états. Je les révèle, passant de la tristesse à la joie, de l'ivresse à la lucidité, du cri au silence. Je suis homme de conduite persévérant en toute égalité dans la voix. Les chants qu'il chante ne parlent que de passion, de sentiments amoureux, de séduction, de vin, d'ivresse, mais il est précisé qu'il s'agit d'un vin qui n'est pas fils de la vigne du raisin. Nous sommes dans le règne de la métaphore, de l'image. On rehausse au plan du divin les jouissances terrestres que le corps goûte avec exaltation, et on les sublime, et on voudrait imaginer pour elles des vastitudes autrement plus amples. Merci. Absolument magnifique, magnifique. Je crois que c'est presque un texte du Alam al-Mithal qui est dans qui est au-delà de l'espace-temps. Et d'ailleurs, c'est la preuve que l'âme n'a pas de frontières. Et nous sommes très très heureux de continuer cette collaboration avec Amina, avec Michael, en l'occurrence à partir de l'œuvre de Abdel Wahab, qui, je le rappelle brièvement, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas rencontré à Fès, a toujours été lié à cette histoire de ce festival de Fès, depuis longtemps, et depuis que ce festival a pris son engagement dans la voie qui était la sienne. Alors, je vais terminer en demandant à mon ami Oscar Pujol de dire quelques mots. Lui-même est un homme de recherche, d'art, et je suis très content qu'après qu'on l'ait perdu, on l'a retrouvé. Parce qu'il était directeur de Cervantes pendant quelques années, et puis il est parti,
Et chose formidable, quand j'ai rappelé le nouveau directeur pour lui parler, c'est lui qui m'a répondu. Il m'a dit « Je suis à Fès ». Et donc, merci Oscar d'être là. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de faire le travail que nous avons engagé. Si tu veux dire quelques mots, il y a le micro ici. Merci Fausine, tu es très gentil pour ces paroles. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'être pour la deuxième fois à Fès. Je ne suis pas un arabiste, mais c'est une ville qui m'a touché beaucoup, comme il a touché à Geronimo. Et c'est pour ça qu'on est revenu ici. Et c'est pour ça qu'on est toujours aujourd'hui ici, parce que j'ai la sensation que les temps ils ont changé. Ils ont changé pour le travail qu'ils ont fait des gens comme Geronimo, comme Fossi, que maintenant il fait tous notre invités ici. Les choses changent, vraiment. Et pour nous, c'est très important aujourd'hui. C'est un début, c'est un commencement. On a ici toutes les institutions espagnoles, la culture, la Fondation et les Cervantes, parce qu'ils ont une vocation de trouver les liens entre l'Espagne, particulièrement entre l'Andalousie et le Maroc. Ça, c'est une chose naturelle. Et pour finir, je voulais remarquer ce qu'a dit Geronimo. C'est très important parce que ça m'est arrivé à moi-même, sans être, comme je dis, un arabiste. Mais je me rappelle la première fois que j'ai arrivé à Fès. Et pour moi, Maroc, Fès et Maroc, parce que c'est la seule ville que je connais vraiment, et c'est la seule ville que j'ai habité presque pendant 4 ans. Et la sensation que j'ai eue, c'était exactement la même que Geronimo il a eu beaucoup d'années avant. Il est de Grenade, je suis de Barcelone, les villes sont différentes. Il a un héritage arabe beaucoup plus puissant de la Grenade. Mais pour les Espagnols, quand j'arrivais à Maroc, j'ai senti la même chose. Qu'on ne pouvait pas comprendre l'Espagne sans connaître le Maroc. Et qu'on ne sait rien, les Espagnols, on ne sait rien du Maroc. Et moi, j'ai ressenti qu'on m'avait caché une part de mon identité, comme il a ressenti, et une part de mon histoire. Et ça, c'est une rétention qui n'est pas du hasard. Et c'est ça qui change aujourd'hui. J'espère qu'il y a la bonne direction, même s'il y a des nuages très noirs dans l'horizon. Ces nuages ils vont s'éclaircir. Et je suis que, parce que la ligne de l'histoire c'était claire, on va en intervenir. Et je voulais finir avec une observation qui, je ne sais pas si aujourd'hui Geronimo il l'a exprimée, mais je l'ai lu dans son article et j'ai pensé que c'est très important pour l'esprit de ce festival. Et que Geronimo, quand il est arrivé ici la première fois, il a eu cet écho du passé, parce que ce qu'il a sa souvenir, c'était de son enfance à Grenade. Il avait 30 ans, et vous avez, jusqu'à l'enfance à Grenade, il a vu que Grenade et Fès, c'était des villes qui se reflétaient mutuellement. Parce que la première fois que j'ai venu au Maroc, j'ai senti que le Maroc et l'Espagne, c'était comme des miroirs, que c'était l'un en face de l'autre. Qu'est-ce qu'il arrive quand on a des miroirs comme ça? Il arrive que les images, ils se transforment en délire, et c'est ça qu'il arrive après. Et cette sensation de cachement de l'histoire et de notre identité, combien de choses maintenant, je sais, qui sont espagnols que je sais qu'ils viennent d'ici, que je ne savais pas avant d'être ici. Et pour finir, je ne vais pas me... Il y a une observation que Geronimo il a dit quand il a fini la première fois ici. Il a dit qu'il sentait comment préserver la beauté de Grenade et Fès en face à une modernité très intéressante, très dynamique, mais qui des fois met en danger la beauté paisible et tranquille des traditions. Et c'est ça pour moi une question. Comment on peut préserver pas seulement la beauté de Grenade et Fès, mais la beauté de ce monde, qui ne peut pas disparaître pour l'agressivité d'une modernité des fois trop grande. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Oscar, c'est une excellente conclusion. Nous allons maintenant nous installer et recevoir Jean-Claude Santas,
s'il est par là, pour la projection du film. Et vous savez que cette journée, elle est dans cet esprit que vient de décrire Oscar pendant toute la journée. Tout à l'heure, nous allons avoir Capella de Ministre avec Karl Magraner et Françoise Atlan, qui est tout l'héritage séfarade aussi de l'Andalousie, et à une poésie aussi dédiée à Lisan Din al-Khatib, n'est-ce pas? Jadaka al-ghaytu ila al-ghaytu hama, n'est-ce pas? Qui est une grande poésie d'Ibn al-Khatib. Bien, mes amis. Hein? Ah, vous avez quelque chose? Alors, très rapidement. Avec le permis du public, je vais te faire une proposition déshonnête. Ah, désolé. L'Université de Granada, il a maintenant un accord avec la ville pour faire un hermanamiento. On a publié il y a 5 mois. Je crois que c'est le livre plus important que j'ai lu dans ma vie sur Medina al-Baïda. Je te propose. Medina al-Baïda, c'est la ville blanche. Je te propose, avec la financiation de mon financiation, de publier 7 livres en français, en espagnol, une grande émission, en faire la présentation l'année prochaine, de nos paquetis peut connaître exactement. Qu'est-ce qui fait cette ville? Et c'est à changer la ville de Grenade maintenant. Nous, de Grenade, nous voulons changer la ville de Fès. Okay? Pour ça, je suis prêt à faire mon financiation avec toi, avec la Croix culture, avec l'Institut, en présenter en français, en espagnol. On va déjà signer un contrat d'engagement de principe là-dessus. On signe maintenant. Super, merci beaucoup. Merci. Eh bien, écoutez, je vous laisse savourer Fès, ma belle, ma délicieuse. À la barakatillah. On va devoir. Oui, on peut prendre les chaises comme ça, s'il vous plaît. Ou alors on les tourne sur place, vous les mettez sur.